L'espace, un vide insondable bourré de mystères. Tu sais qu'il contient des millions de galaxies, chacune abritant des milliards d'étoiles. Imagine des soleils à perte de vue, des systèmes planétaires qui tournent autour d'eux comme des danseurs dans une valse cosmique. La Voie lactée, notre propre galaxie, est déjà un véritable océan de secrets. Depuis l'aube de l'humanité, nous levons les yeux vers le ciel nocturne avec émerveillement. Les étoiles scintillantes, la vaste étendue, ont toujours exercé une profonde fascination. Nos ancêtres ont tissé des histoires autour de ces merveilles célestes. Ils voyaient des constellations dans les motifs d'étoiles, imaginant des héros et des créatures prendre vie dans les cieux. Ce lien primal avec le cosmos s'est transmis de génération en génération. Aujourd'hui encore, alors que nous comprenons mieux l'univers, ce sentiment d'émerveillement demeure. Nous savons que ces points lumineux ne sont pas seulement des piqûres d'épingle sur une toile sombre. Ce sont des soleils lointains, certains bien plus grands que le nôtre, chacun abritant potentiellement sa propre famille de planètes. Cette prise de conscience a nourri notre curiosité. Elle soulève la question suivante. Existe-t-il d'autres êtres là-bas, regardant leur propre ciel nocturne, se demandant s'ils sont eux aussi seuls? C'est une question qui captive les scientifiques, les philosophes et les rêveurs depuis des siècles. Elle a inspiré d'innombrables œuvres de science-fiction et a stimulé d'incroyables progrès technologiques alors que nous nous efforçons de scruter plus profondément le cosmos. La recherche de la vie extraterrestre est un voyage vers l'inconnu, un témoignage de notre soif insatiable de connaissances et de notre désir fondamental de comprendre notre place dans la grande tapisserie de l'existence. L'univers est vaste, un concept presque impossible à saisir réellement pour l'esprit humain. Notre galaxie, la Voie lactée, contient des milliards d'étoiles, chacune étant un soleil comme le nôtre. Et la Voie lactée n'est qu'une parmi des milliards et des milliards de galaxies dispersées dans l'univers observable. L'échelle est tout simplement stupéfiante. Lorsque nous considérons ces chiffres, la possibilité que la vie existe ailleurs devient presque statistiquement inévitable. Avec autant d'étoiles, il doit y avoir d'innombrables planètes en orbite autour d'elles. Certaines de ces planètes résideront inévitablement dans les zones habitables de leurs étoiles. Ce sont des régions où la température est idéale pour que l'eau liquide existe à la surface, un ingrédient crucial pour la vie telle que nous la connaissons. Mais l'univers est aussi incroyablement diversifié. Si la vie sur d'autres planètes peut présenter des similitudes avec la vie sur Terre, elle pourrait aussi prendre des formes que nous avons peine à imaginer. Peut-être existe-t-elle dans des environnements radicalement différents du nôtre, prospérant dans des atmosphères de méthane ou des océans d'ammoniac liquide. Les possibilités sont aussi illimitées que l'univers lui-même. Au cours des dernières décennies, les astronomes ont fait des progrès remarquables dans la détection de planètes au-delà de notre système solaire, appelées exoplanètes. Grâce à de puissants télescopes, ils peuvent observer le léger mouvement d'une étoile causé par l'attraction gravitationnelle d'une planète en orbite. Ils peuvent également détecter la légère atténuation de la lumière d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle. Ces observations ont révélé des milliers d'exoplanètes et de nouvelles découvertes sont faites en permanence. Certaines de ces planètes sont des géantes gazeuses comme Jupiter, tandis que d'autres sont des mondes rocheux comme la Terre. Certaines orbitent près de leur étoile, effectuant une révolution en quelques jours seulement, tandis que d'autres mettent des siècles à effectuer une seule révolution. La diversité est stupéfiante. La découverte d'exoplanètes a révolutionné notre compréhension des systèmes planétaires. Elle nous a montré que notre propre système solaire, autrefois considéré comme le modèle de tous les systèmes planétaires, est en réalité unique. Ces nouvelles connaissances n'ont fait qu'intensifier la recherche de la vie au-delà de la Terre, car nous savons désormais avec certitude qu'il existe d'innombrables mondes qui n'attendent que d'être explorés. La recherche de la vie extraterrestre prend de nombreuses formes.
Les scientifiques sont à l'écoute de signaux radio provenant de civilisations lointaines, intercepter un message d'une intelligence avancée. Ils étudient également l'atmosphère des exoplanètes à la recherche de signatures chimiques qui pourraient indiquer la présence de vie. Mars est une cible prometteuse dans la recherche de la vie. Autrefois considéré comme un monde sec et désolé, nous savons maintenant que Mars a connu un passé beaucoup plus chaud et humide. Des preuves suggèrent que de l'eau liquide pourrait encore exister sous la surface de la planète, abritant potentiellement une vie microbienne. Des missions telles que le rover Perseverance de la NASA recherchent activement des signes de vie passées ou présentes sur Mars en collectant des échantillons de roches et en analysant la géologie de la planète. Au-delà de Mars, les lunes glacées de Jupiter et de Saturne sont également considérées comme des candidates de choix pour abriter une vie extraterrestre. Ces lunes, telles qu'Europe et Encelade, possèdent de vastes océans souterrains d'eau liquide réchauffés par les forces gravitationnelles de leur planète hôte géante. Ces océans, protégés des rudes radiations de l'espace par d'épaisses couches de glace, pourraient potentiellement abriter des formes de vie totalement indépendantes de la lumière du Soleil, s'appuyant plutôt sur des réactions chimiques pour produire de l'énergie. Cinquième partie. Murmures cosmiques, signes et signaux. Bien que nous n'ayons pas encore trouvé de preuves formelles de vie extraterrestre, il y a eu des indices alléchants et des observations intrigantes qui maintiennent le rêve en vie. Les astronomes ont détecté d'étranges signaux radio provenant des profondeurs de l'espace, des bouffées d'énergie qui pourraient être des phénomènes naturels ou potentiellement des transmissions artificielles de civilisations lointaines. Il y a également eu des anomalies atmosphériques inexpliquées sur des planètes comme Vénus, où la présence de certains gaz pourrait indiquer une activité biologique. Bien que ces découvertes soient loin d'être concluantes, elles nous rappellent que l'univers est rempli de mystères et que nous sommes peut-être sur le point de faire une découverte qui bouleverserait notre compréhension de la vie elle-même. La recherche de la vie extraterrestre est avant tout une recherche sur nous-mêmes. En explorant le cosmos et en cherchant la vie au-delà de la Terre, nous tentons de répondre à certaines des questions les plus profondes de l'humanité. D'où venons-nous? Sommes-nous seuls? Quelle est notre place dans l'univers? Sixième partie. Sommes-nous seuls? La grande question. La question de savoir si nous sommes seuls ou non dans l'univers est peut-être la question la plus profonde que l'humanité se soit jamais posée. Elle touche à nos peurs les plus profondes et à nos plus grandes aspirations. La réponse, si jamais nous la trouvons, a le potentiel de tout changer. Imaginez l'impact de la découverte d'une forme de vie, même simple et microbienne, sur une autre planète. Cela modifierait fondamentalement notre compréhension des origines de la vie et de sa prévalence dans l'univers. Cela signifierait que la vie n'est pas un hasard cosmique, mais plutôt une possibilité inhérente à la structure même de l'existence. Imaginez maintenant les implications d'un contact avec une civilisation extraterrestre intelligente. Les échanges culturels, scientifiques et technologiques qui pourraient résulter d'une telle rencontre dépassent tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Cela marquerait le début d'une nouvelle ère pour l'humanité, une ère définie par la collaboration interstellaire et l'élargissement de notre compréhension du cosmos. Septième partie, l'importance de la découverte. La recherche de la vie extraterrestre est bien plus qu'une simple entreprise scientifique. Elle est le reflet de nos instincts humains les plus profonds. Elle témoigne de notre curiosité innée, de notre désir d'explorer l'inconnu et de notre aspiration à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous. La découverte de la vie au-delà de la Terre, même s'il ne s'agissait que de vie microbienne, aurait des implications profondes pour l'humanité. Elle modifierait fondamentalement notre compréhension de notre place dans l'univers et remettrait en question nos idées reçues
sur la nature même de la vie. Plus important encore, elle offrirait une nouvelle perspective sur notre propre planète et les défis auxquels nous sommes confrontés. Elle nous rappellerait que nous faisons tous partie de quelque chose de bien plus grand que nous et que nos différences sont minimes par rapport à l'expérience commune de la vie sur cette planète. Notre planète, sphère bleue dérivant dans l'immensité de l'espace, palpite de vie. Des pôles glacés au désert brûlant, la vie trouve son chemin. Chaque recoin de la Terre, sculpté par des forces uniques, nourrit un éventail époustouflant de créatures. La diversité de la vie sur Terre est stupéfiante, un témoignage de la créativité sans borne de la nature. Des organismes microscopiques invisibles à l'œil nu aux baleines colossales qui dominent nos plus grandes structures. Le spectre de la vie est impressionnant. Chaque espèce, fruit de millions d'années d'évolution, joue un rôle crucial dans l'intricate toile de la vie. La variété même des formes de vie, chacune adaptée à son environnement spécifique, témoigne de la puissance de la sélection naturelle. Cette extraordinaire tapisserie de vie, tissée au fil des éons, est un trésor d'une valeur inimaginable. Elle est source d'émerveillement, d'inspiration et de ressources essentielles pour tous les êtres vivants. En nous plongeant au cœur de cette biodiversité, nous commençons à apprécier les liens complexes qui unissent toutes les créatures de la Terre. Parmi les nombreux habitats de la Terre, les forêts tropicales humides se distinguent comme des bastions de la biodiversité. Ces écosystèmes luxuriants et vibrants, concentrés autour de l'équateur, regorgent de vie sous ses formes les plus diverses. Ce sont les plus anciens écosystèmes vivants de la planète, existant depuis plus de 100 millions d'années. Imaginez-vous pénétrer dans un monde peint de 1000 nuances de vert. L'air est saturé d'humidité, animé par les sons de créatures invisibles. La lumière du soleil filtre à travers la canopée dense, projetant des ombres mouvantes sur le sol de la forêt. L'abondance même de la vie dans ces forêts est bouleversante. Une expérience sensorielle incomparable. Ces forêts abritent une variété stupéfiante d'espèces végétales et animales. Des arbres imposants qui percent le ciel aux orchidées délicates qui s'accrochent à leurs branches, la diversité de la vie végétale est stupéfiante. On estime que ces forêts contiennent plus de la moitié des espèces végétales et animales du monde, ce qui en fait des points chauds de la biodiversité. La biodiversité des forêts tropicales est si riche que les scientifiques découvrent constamment de nouvelles espèces dans leur profondeur. Chaque expédition dans ces labyrinthes d'émeraudes dévoile des créatures jusque-là inconnues, enrichissant ainsi le catalogue déjà impressionnant de la vie. Le rythme des découvertes est étonnant, avec de nouvelles espèces d'insectes, d'amphibiens et même de mammifères identifiés régulièrement. Les experts estiment que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de la véritable étendue de la vie dans ces écosystèmes. De nouvelles espèces d'insectes, d'amphibiens et même de mammifères sont découvertes régulièrement. Cette découverte constante de nouvelles formes de vie souligne l'importance de l'exploration et de la recherche scientifique. La découverte de nouvelles espèces n'est pas qu'un exercice académique. Elle a des implications profondes pour la médecine, l'agriculture et notre compréhension du monde naturel. Nombre de ces espèces récemment découvertes possèdent des composés chimiques uniques qui pourraient être la clé de nouveaux médicaments et de biotechnologie. Section 4. L'ingéniosité de la nature, adaptation et survie. Dans la lutte incessante pour la survie, les animaux ont développé des adaptations remarquables pour prospérer dans leurs environnements. Ces adaptations, façonnées au cours des millénaires par les forces de la sélection naturelle, témoignent de l'ingéniosité de la nature. Des corps lisses et profilés des créatures aquatiques aux ailes puissantes des oiseaux de proie, chaque caractéristique a un but précis. Le camouflage, le mimétisme et l'utilisation d'outils ne sont que quelques exemples des stratégies ingénieuses que les animaux utilisent pour survivre. Ces adaptations ne sont pas seulement physiques,
elles englobent également des comportements complexes et des relations complexes avec d'autres espèces. La capacité d'adaptation et d'évolution est cruciale pour la survie des espèces, en particulier face aux changements environnementaux. En nous immergeant davantage dans le règne animal, nous allons découvrir des exemples étonnants de l'ingéniosité de la nature. Section 5. Maître du déguisement, l'art du camouflage. Le camouflage, l'art de se fondre parfaitement dans l'environnement, est une stratégie de survie courante mais efficace, employée par un large éventail d'animaux. En imitant les couleurs, les motifs et même les textures de leur environnement, ces maîtres du déguisement deviennent presque invisibles aux yeux des prédateurs comme des proies. Prenons l'exemple du caméléon, un reptile réputé pour sa capacité à changer de couleur. Sa peau, parsemée de cellules spécialisées contenant des pigments, lui permet de modifier sa teinte en fonction de son environnement. Cette adaptation remarquable confère au caméléon un camouflage exceptionnel, lui permettant de tendre une embuscade à des insectes sans méfiance et d'échapper à ses prédateurs. Mais le camouflage ne se limite pas au domaine des reptiles. Les insectes, comme le phasme, poussent cette adaptation à l'extrême. Son corps allongé et ses appendices ressemblant à des brindilles le rendent pratiquement impossible à distinguer des branches qui l'habitent. Section 6. Au-delà du camouflage, outils et techniques. Si le camouflage offre une forme de protection passive, certains animaux ont évolué pour utiliser des outils, faisant preuve de capacité de résolution de problèmes remarquables. Ces animaux possèdent la capacité cognitive de percevoir la fonction d'objets dans leur environnement et de les utiliser à leur avantage. L'un de ces exemples est le singe capucin, un primate très intelligent que l'on trouve dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud. On a observé ces singes en train d'utiliser des pierres comme marteau pour casser des noix, ce qui témoigne de leur capacité cognitive. Ce comportement, transmis de génération en génération, démontre une compréhension rudimentaire de la cause à effet. L'utilisation d'outils ne se limite pas aux primates. Les loutres de mer, par exemple, utilisent des pierres pour déloger les coquillages des rochers, tandis que certaines espèces d'oiseaux sont connues pour utiliser des brindilles pour extraire des insectes de l'écorce des arbres. Section 7. La toile interconnectée des écosystèmes en harmonie. Le règne animal n'est pas qu'une collection d'espèces isolées, c'est une toile complexe de vie interconnectée. Chaque espèce, du plus petit insecte au plus grand prédateur, joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre de son écosystème. Ce fragile équilibre, peaufiné au cours des millénaires, assure la stabilité et la santé de l'ensemble du système. Prenons l'exemple de la relation entre les prédateurs et leurs proies. Les prédateurs, en maintenant les populations de proies sous contrôle, empêchent le surpâturage et assurent la santé de l'écosystème. Les charognards, souvent négligés, jouent un rôle vital dans la décomposition de la matière organique, recyclant les nutriments dans l'écosystème. Ce délicat équilibre est essentiel à la santé de la planète entière. La perte d'une seule espèce peut avoir des effets en cascade sur l'ensemble de l'écosystème, perturbant l'intricate toile de la vie. Imaginez un monde sans smartphone, sans jeux vidéo, ni même d'électricité. Un monde où les enfants n'avaient pas accès aux gadgets modernes qui font partie intégrante de notre quotidien. C'était une époque où la technologie telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas, et où les enfants devaient trouver d'autres moyens de s'amuser et de passer leur temps. Les enfants d'aujourd'hui vivent dans un monde bien différent de celui de leurs ancêtres. Ils sont entourés de technologies avancées, de jeux vidéo immersifs et de réseaux sociaux qui les connectent instantanément à leurs amis et à des informations du monde entier. Les smartphones et les tablettes sont devenus des compagnons constants, offrant un accès immédiat à une multitude de divertissements et de connaissances. Pendant des siècles, l'enfance n'était pas une période de la vie consacrée aux jeux et à l'éducation. Les enfants étaient souvent considérés comme de petits adultes, et leur journée était remplie de tâches et de responsabilités. Ils travaillaient aux côtés de leurs parents, contribuant à la survie de la famille. Les jeux et les loisirs étaient rares et souvent improvisés avec les moyens du bord.
Au lieu de cela, les enfants entraient de beaucoup plus tôt dans le monde adulte, partageant le travail et les responsabilités de leur famille. Ils apprenaient des compétences essentielles pour la vie dès leur plus jeune âge, que ce soit en aidant au champ, en s'occupant des animaux ou en participant aux tâches ménagères. Cette immersion précoce dans le monde du travail forgeait leur caractère et leur inculquait des valeurs de discipline et de persévérance. Dans ce voyage dans le temps, nous allons explorer la vie quotidienne des enfants d'autrefois, en particulier au Moyen Âge. Cette période historique, souvent idéalisée ou mal comprise, nous offre un aperçu fascinant de la manière dont les enfants vivaient, travaillaient et jouaient. Nous découvrirons comment ils s'adaptaient aux défis de leur époque et comment leur enfance, bien que différente de la nôtre, partageait des éléments universels. Nous allons nous pencher sur leur routine, qui commençait souvent dès l'aube. Les enfants se levaient dès tôt pour aider leurs parents dans les tâches quotidiennes. Ils devaient accomplir des corvées avant même de penser à jouer. Leur journée était structurée autour des besoins de la famille et de la communauté, et chaque membre, quel que soit son âge, avait un rôle à jouer. Leurs tâches et leurs jeux, qui étaient souvent simples, mais pleins de créativité. Les enfants utilisaient donc leur environnement naturel pour inventer des jeux et des activités. Ils fabriquaient des jouets à partir de matériaux disponibles, comme des bâtons, des pierres et des morceaux de tissu. Les jeux traditionnels, transmis de génération en génération, étaient une source de joie et de camaraderie. En découvrant les contrastes saisissants et les similitudes surprenantes avec la vie des enfants d'aujourd'hui. Bien que les contextes soient très différents, certains aspects de l'enfance restent inchangés. Le désir de jouer, de découvrir et d'apprendre est universel. Les enfants, qu'ils vivent au Moyen Âge ou à l'ère numérique, partagent une curiosité innée et une capacité à s'émerveiller. Préparez-vous à être transportés dans un monde où la simplicité régnait, où les distractions étaient d'hommes rares et où chaque moment de loisir était précieux. La vie était plus lente et les enfants apprenaient à apprécier les petites choses. Ils développaient des compétences pratiques et une résilience qui les accompagnait tout au long de leur vie. Et où l'imagination s'épanouissait au milieu des défis de la vie quotidienne. Les enfants devaient faire preuve de créativité pour s'amuser et trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontraient. Cette capacité à imaginer et à innover était essentielle pour leur développement et leur bien-être. Rejoignez-moi, Stéphane Bern, pour percer les secrets de l'histoire et découvrir la vie fascinante des enfants d'autrefois. Ensemble, nous explorerons les récits et les témoignages qui nous permettent de mieux comprendre cette époque révolue. Nous rencontrerons des experts et des historiens qui partageront leurs connaissances et leurs perspectives sur l'enfance à travers les âges. Leurs histoires offrent un aperçu d'un monde à la fois étranger et familier, nous montrant comment les enfants ont toujours trouvé des moyens de s'adapter et de prospérer, quelles que soient les circonstances. En comparant les expériences des enfants d'hier et d'aujourd'hui, nous pouvons mieux apprécier les progrès réalisés et les défis qui subsistent, nous rappelant l'esprit d'enfance qui perdure à travers les âges. Cet esprit, fait de curiosité, de résilience et de joie, est une constante qui transcende les époques et les cultures. Il nous rappelle que, malgré les changements technologiques et sociaux, l'essence de l'enfance reste intemporelle et universelle. Le Moyen Âge, qui s'étend approximativement du XVe au XVe siècle, évoque des images de chevaliers, de châteaux majestueux et de vastes terres agricoles. C'était une époque de contraste, où la grandeur des seigneurs et des dames se mêlait à la simplicité et à la dureté de la vie paysanne. La société était structurée autour de la féodalité, un système où les seigneurs possédaient les terres et les paysans travaillaient pour eux en échange de protection. À cette époque, la vie des enfants était largement définie par leur statut social. Pour la grande majorité, la vie était centrée sur la ferme ou l'atelier familial, où chaque membre de la famille avait un rôle crucial à jouer. Les enfants de paysans, qui constituaient la majeure partie de la société, participaient activement aux moyens de subsistance de la famille. Dès leur plus jeune âge, on attendait d'eux qu'ils contribuent aux tâches quotidiennes essentielles à la survie. Ils aidaient à la récolte, s'occupaient des animaux et participaient à la fabrication de biens nécessaires à la vie quotidienne. Leur journée était rythmée par les corvées, laissant peu de place à l'éducation formelle ou aux loisirs. L'éducation, lorsqu'elle était disponible, était souvent réservée aux enfants des familles nobles ou des riches marchands. Pour les enfants paysans, apprendre à lire et à écrire était un luxe rare. Pourtant,
Au milieu de ce labeur incessant, les enfants trouvaient des moments de joie et de camaraderie. Les liens familiaux et communautaires étaient forts, et les enfants apprenaient à apprécier les petites choses de la vie. Des jeux simples, souvent improvisés avec des matériaux trouvés dans la nature, offraient un répit bienvenu à leurs travaux. Ils jouaient avec des bâtons, des pierres et d'autres objets naturels, inventant des jeux qui stimulaient leur imagination et leur permettaient de s'évader, ne serait-ce que pour un moment, de la dure réalité de leur quotidien. Les contes et légendes transmis de génération en génération alimentaient leur imagination, les transportant dans des mondes au-delà de leur humble environnement. Ces histoires, racontées au coin du feu par les aînés, étaient une source de divertissement et d'enseignement, offrant des leçons de vie et des valeurs morales. Les moments de rassemblement, comme les repas en famille ou les fêtes de village, étaient des occasions précieuses de renforcer les liens sociaux et de célébrer la communauté. Les marchés et les foires étaient des événements importants où les familles pouvaient échanger des biens, des nouvelles et des histoires, apportant un peu de diversité et de nouveauté dans leur vie quotidienne. Les enfants apprenaient également des métiers en observant et en aidant les artisans locaux. Les compétences artisanales étaient transmises de génération en génération, et chaque enfant avait l'opportunité d'apprendre un métier qui pourrait un jour devenir sa propre source de subsistance. La religion jouait également un rôle central dans la vie des enfants médiévaux. Les églises et les monastères étaient des lieux de rassemblement spirituel et social, où les enfants apprenaient les pratiques et les enseignements religieux. La foi offrait un cadre moral et une source de réconfort dans les moments difficiles. En dépit des défis et des difficultés, les enfants du Moyen Âge trouvaient des moyens de s'épanouir et de grandir dans un monde de simplicité et de labeur. Leur résilience et leur capacité à trouver de la joie dans les petites choses sont un témoignage de la force de l'esprit humain à travers les âges. Alors que les premiers rayons de l'aube percèrent l'obscurité, une nouvelle journée commençait pour un jeune paysan du Moyen Âge. Se levant avant le soleil, il rejoignait leur famille dans les champs ou les ateliers. Pour les garçons, les tâches pouvaient consister à s'occuper du bétail, à ramasser du bois de chauffage ou à aider au labour et aux semailles. Les filles, quant à elles, aidaient souvent leur mère aux tâches ménagères. Il s'agissait notamment d'aller chercher de l'eau au puits, de moudre le grain, de préparer les repas et de s'occuper des plus jeunes. Leur journée était longue et pénible, sans grande distinction entre le travail et les loisirs. Au coucher du soleil, la famille se réunissait pour un repas frugal, souvent composé de pain, de fromage et de légumes. Après le dîner, il restait parfois du temps pour des contes ou des chants avant que la fatigue ne les gagne et qu'ils ne se retirent dans leur dortoir commun. Chapitre 4. Des petites mains au travail. Tâches et responsabilités. Les tâches assignées aux enfants médiévaux peuvent sembler dures au regard des normes actuelles, mais elles étaient considérées comme essentielles à la survie de la famille. Chaque membre de la famille avait un rôle précis à jouer, et les enfants n'étaient pas exemptés de ces responsabilités. Dès leur plus jeune âge, ils étaient initiés aux diverses tâches qui les attendaient, et cette initiation se faisait souvent par l'observation et l'imitation des adultes. Les enfants n'étaient pas considérés comme séparés du monde adulte, mais plutôt comme des membres à part entière de l'économie domestique. Ils participaient activement à la vie quotidienne, apprenant par la pratique et l'expérience directe. Cette immersion précoce dans le monde du travail leur permettait de développer des compétences pratiques et une compréhension profonde des besoins de leur communauté. Leur contribution, bien que modeste, était précieuse et nécessaire. Chaque tâche accomplie par un enfant allégeait le fardeau des adultes et contribuait au bien-être général de la famille. Que ce soit en aidant à la cuisine, en s'occupant des animaux ou en participant aux récoltes, chaque geste comptait. Les garçons apprenaient les techniques agricoles auprès de leur père, passant des heures dans les champs à labourer, semer et récolter. Ils étaient formés à comprendre les cycles des saisons, les besoins des cultures et les méthodes de conservation des récoltes. Cette transmission de savoir-faire se faisait souvent de manière informelle, au fil des jours et des saisons. Tandis que les filles acquéraient des compétences en matière d'entretien ménager et de garde d'enfants auprès de leur mère. Elles apprenaient à cuisiner, à coudre, à filer la laine et à s'occuper des plus jeunes. Ces compétences étaient de cruciales pour le bon fonctionnement du foyer et la survie de la famille. Les mères transmettaient également des connaissances sur les plantes médicinales et les remèdes naturels, essentiels en l'absence de soins médicaux modernes.
Ces premières expériences leur inculquaient une solide éthique de travail et le sens des responsabilités. Les enfants apprenaient à respecter les horaires, à terminer les tâches qui leur étaient assignées et à travailler en équipe. Cette discipline et ce sens du devoir les accompagnaient tout au long de leur vie, façonnant leur caractère et leur attitude envers le travail. De plus, ces tâches partagées favorisaient un fort sentiment d'appartenance familiale et communautaire. Travailler ensemble renforçait les liens entre les membres de la famille et créait un esprit de solidarité. Les enfants se sentaient valorisés et utiles, sachant que leur contribution était reconnue et appréciée. Les enfants travaillaient aux côtés de leurs parents et de leurs frères et sœurs, apprenant ainsi l'importance de la coopération et de l'interdépendance. Ils comprenaient que chaque membre de la famille avait un rôle crucial à jouer et que le succès de l'ensemble dépendait de l'effort collectif, apprenant ainsi l'importance de la coopération et de l'interdépendance. Cette coopération allait au-delà de la famille immédiate, s'étendant à la communauté entière. Les enfants participaient également aux travaux communautaires, comme la construction de maisons, la réparation des routes et la préparation des fêtes locales. Ces activités renforcèrent leur sentiment d'appartenance à une communauté plus large et leur apprenaient à travailler pour le bien commun. Leur vie était intimement liée au rythme de la nature et aux besoins de leur communauté. Ils apprenaient à respecter et à comprendre les cycles naturels, à observer les signes de la météo et à adapter leur travail en conséquence. Cette connexion profonde avec la nature leur enseignait la patience, la résilience et l'importance de vivre en harmonie avec leur environnement. Chapitre 5. Des joies simples, jeux et passe-temps des enfants au Moyen Âge. Malgré les exigences de leur vie quotidienne, les enfants du Moyen Âge trouvaient du temps pour jouer et se divertir. Leurs jeux, souvent transmis de génération en génération, étaient simples mais imaginatifs, reflétant leur lien étroit avec la nature et leur environnement. L'un des passe-temps les plus populaires était le jeu du Colin-Maillard, où un enfant avait les yeux bandés et devait attraper les autres. Un autre favori était le jeu de Mérelle, un jeu de stratégie qui se jouait avec des cailloux sur une grille tracée au sol. Les enfants s'amusaient également avec des poupées fabriquées à partir de feuilles de maïs ou de chutes de tissu. Les bâtons devenaient des épées et les pierres se transformaient en trésors dans leur jeu d'imagination. Les contes, les chants et les danses étaient d'autres sources d'amusement, surtout pendant les longues soirées d'hiver.